présentation d'aujourd'hui je vais présenter un nouvel outil qu'on a développé pour aider les propriétaires de l'eau boisée à évaluer les risques aux espèces d'arbres sur leur lot. Et au lieu d'une présentation PowerPoint, diapo par diapo, je vais sauter d'un écran à l'autre pour vous présenter cet outil et là, on va regarder quelque chose d'autre pour comparer les choses. Alors, qu'est-ce que vous devriez voir maintenant? C'est le premier diapo de ma présentation, qui est aussi cet nouvel outil qu'on a développé. Mais, rien sur le diapo, rien que c'est fait c'est moi-même, mais c'est travail pas seulement fait par moi-même, c'est le travail de plusieurs autres pour, euh, pour contribuer à un indice de risque par rapport au changement climatique dans les forêts Wabanaki acadiennes. Et sur cette première diapo ici, alors, on appelle ceci version 1. Et la raison que je voulais m'assurer que version 1 était sur l'écran, c'est parce que les, les signes de changement climatique inclus aux écosystèmes forestiers, c'est un qui évolue rapidement. Une chose qui évolue rapidement. Alors, cet outil qu'on a développé, que l'on présente aujourd'hui, ça représente la première recette. Et bien, j'aimerais voir cet outil revisité chaque quelques années, certainement, pour s'assurer que ça inclut les sciences plus récentes au fur et à mesure que c'est publié, parce que il reste beaucoup d'incertitudes sur nos connaissances. On pense que le changement climatique va avoir un impact sur nos forêts et les espèces d'arbres qui se trouvent à l'intérieur. Juste pour établir un peu le contexte ici, je souhaite que la majorité des personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui aient la chance d'écouter une série de webinaires que, que la Fédération des propriétaires de boisier de Nouveau-Brunswick a organisé l'automne dernier. Alors, l'automne dernier, il y a un projet appelé Vers des lots boisiers résidents, évaluation et atténuation des risques. Il a invité plusieurs conférenciers et conférenciers pour faire des présentations sur des risques spécifiques aux forêts. Alors, il y a plusieurs conférenciers et conférencières qui ont été invités, par exemple, Megan DeGraff, il y a moi-même, Sarah Weatherby, Roger Collette, Loïc Gilles, et chacun d'entre nous a présenté différents facteurs de risque. Par exemple, l'automne dernier, j'ai donné un webinaire sur les effets du changement climatique sur le vent. Mais il y avait une discussion aussi sur les maladies, les nuisibles, les feux sauvages, sécheresse, chasseurs. Chacun de ces présentations donne un peu de contexte sur comment que le changement climatique va avoir un impact sur ces risques et comment ça peut affecter la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ici? De prendre un peu de cette information et de créer une synthèse et le mettre dans un outil. Alors, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui et c'est cet indice de risque par rapport au changement climatique. Et la raison pour ça, mon espoir, c'est que ça va aider à fournir du soutien aux propriétaires de l'eau boisée pour vous aider à faciliter la gestion forestière informée par le changement climatique. Je crois que ça va aider les propriétaires de pouvoir avoir plus d'informations sur quand que vous faites votre planification de votre aménagement de votre eau boisée, comment que le changement climatique va avoir un impact sur les différentes espèces que vous avez sur votre terrain. Je crois que ça vous offrir du soutien quand ça vient aux prises de décision. D'après ce que je peux comprendre, cet outil on va vous montrer aujourd'hui, éventuellement, il va y avoir une version en ligne et aussi une version vous pouvez imprimer. Là, rapidement, pour l'autre jour d'aujourd'hui, je vais vous donner un survol, premièrement, sur l'indice de risque par rapport au changement climatique. Là, on va aller un petit peu plus en profondeur, fournir un peu de contexte et sur comment que l'indice de risque fonctionne. Là, je serai content de répondre à vos questions et recevoir votre rétroaction et vos commentaires à la fin de la présentation. Alors, pour commencer, je vais faire un survol de l'évaluation des risques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une série de tableaux, trois tableaux en particulier. Je sais que vous pouvez voir ma souris. Alors, premier tableau ici, tableau 1, et ça fait avec l'indice de risque pour les espèces de bois mou dans nos forêts Wabanaki acadiennes. Alors, on a à la gauche, on a liste de nos espèces. Ensuite, le top, on a cinq différentes colonnes. Et chaque colonne représente différents facteurs de risque au changement climatique. Alors,
On a le réchauffement, sécheresse, le vent, feu incontrôlé et organismes nuisibles et maladies. Je devrais mentionner que peste est abrévié, mais ça veut dire des nuisibles et des maladies telles que des insectes et autres faunes, des maladies telles que différents pathogènes, des champignons, des virus, ainsi de suite. Alors, dans ce tableau, on a une série de taux faibles, modérés et élevés, et chacun a un niveau de risque pour cette espèce en particulier, et dépendamment de quelle catégorie de risque vous regardez. Dans le tableau pour les bois, un autre tableau 2, c'est un tableau qui a été organisé pour nos espèces de bois francs, même format. Et tableau 3, finalement, c'est un indice combiné. Alors, dans cet indice combiné, ce qu'on a fait, c'est pour chacun des espèces d'arbres, dans le tableau 1 et 2, nos espèces de bois mou et de bois franc. Maintenant, on a fait un sommaire. C'est le risque individuel pour chacun des taux, pour chacun des facteurs de risque. Et on a donné un montant pour déterminer si que c'est à risque faible ou à risque élevé, dépendamment du changement climatique qu'on s'attend de voir dans les prochains, à court terme. Mais l'espoir ici, avec ça, c'est que ça va aider, guider les propriétaires d'eau boisée dans leur prise de décision. Mais je veux mentionner, pour être prudent avec ceci aussi, parce que, comme exemple, dans ce tableau 3 ici, on a le sapin baumier à risque élevé. Ça veut dire que même avec le changement climatique qu'on s'attend, le moyen terme ou il y a un grand haut niveau de risque que le sapin pommier va avoir des conséquences de santé négatives. Mais simplement parce qu'une espèce est identifiée comme à risque élevé, je ne veux pas que les propriétaires aient l'impression qu'ils devraient aller couper dessus cette espèce-là maintenant. Je veux simplement dire qu'étant donné l'état de la science et le niveau du changement climatique qu'on peut s'attendre de voir, risque élevé que cette espèce va avoir des conséquences de santé négatives. Par exemple, l'inverse aussi s'indique comme faible, le risque a été des sciences, il y a un faible risque que cette espèce va avoir des conséquences de santé négatives avec le changement climatique qu'on s'attend de voir. Alors, trois tableaux essentiellement. Alors, je vais continuer maintenant avec ma prochaine diapo. Alors, sur le tableau 2, celui-là pour les bois francs, il y a très peu de notes ici sur le tableau, par exemple. Il y a une coupe de petits côtés de plus 1, l'être américain, autre pour les espèces de freine. Ces notes, je vais juste vous mentionner qu'est-ce qu'ils sont, parce que quand on organise ces tableaux, il y a plusieurs assumptions et généralisations qu'on devrait faire. La première note, avec tableau 2, c'est que certaines espèces de bois francs natifs qu'on a dans nos forêts, il nous manque. Alors, cette liste d'espèces ici, dans le tableau des bois francs, là, il y a 15 espèces, mais on a plus que 15 espèces de bois francs dans nos forêts. Et certaines des raisons pour que l'espèce de bois franc qui manque de notre liste, c'est simplement à cause d'un manque d'études scientifiques sur la sens, susceptibles qu'ils sont à le changement climatique. Mais autre chose, c'est que peut-être la petite taille, par exemple, le, l'érable et le frêne des montagnes, c'est des petits arbres et très peu d'études scientifiques ont été faites pour regarder les effets du changement climatique sur ces espèces. Ou comme un autre exemple, le noix cendré, qui est natif à nos forêts, n'est pas sur la liste. Et ça, c'est à cause du fait que, à cause des maladies, le noix cendré, et c'est très limité dans la forêt permanente dû au fait qu'il y a très peu d'études qui ont été faites sur cette espèce. Cette espèce est aussi, va être incluse sur notre liste. Le, L'être américain, c'est inclus dans la liste, mais une chose importante, cet arbre, à un certain point, c'est dominé la couverture de beaucoup des forêts, mais à cause de maladies, beach bird, sa population
a diminué, mettant un petit composant des forêts d'aujourd'hui. Mais la note ici, c'est qu'en dépit de tout ça, il y a beaucoup de travail qui est en marche pour essayer de développer euh, la résistance au beach burn. Et en fait, que l'être ici est affecté par cette maladie. La majorité des études du changement climatique ont montré que l'être américain fait très bien ce changement climatique. C'est que ce ne serait pas de la maladie beach burn, mais avec le travail en route, avec quand développer de l'être résistant aux maladies, ça pourrait faire une plus grande partie de la forêt. Alors, j'ai ajouté un lien ici parce une étude importante que l'Université de Guelph parle de les êtres qui résistent aux maladies. Une autre chose, j'ai sur le tableau 2, j'ai inclus tous les frênes ensemble, à une entrée des espèces de frênes. Ça s'inclut notre frêne blanc, frêne noir et frêne rouge. Et la raison qui ont été mis ensemble, c'est parce que, d'accord, il y a très peu d'études qui ont été faites sur les effets du changement climatique sur les espèces individuelles. Mais en général, c'est là pour l'avoir comme entrée et le parler en termes généraux. Même histoire pour les espèces de peupliers. Alors, on a trois peupliers natifs, le faux tremble, peuplier à grandes feuilles, peuplier baumier, et encore, je les inclus dans une espèce de peuplier seulement. J'allais revenir au tableau 2 pour une seconde pour montrer où ce que je suis. Espèce de peuplier, c'est une entrée à cause du fait qu'il y a très peu d'études scientifiques qui ont été faites sur les espèces individuelles de peupliers. Alors, ils ont été toutes inclus sous ces catégories pour simplifier les choses. Et la dernière note que j'ai sur le tableau 2, que je vais mentionner, c'est une histoire semblable au, euh, au être américain. L'homme blanc est inclus auparavant. Ça a pu dominer beaucoup les parties de forêt Wabanaki acadienne. Bon, je souviens que beaucoup de monde s'en souvient de ça, mais la maladie Dodger ou la maladie hollandaise de l'homme a eu un impact négatif substantiel à diminuer l'homme blanc à un composant minime dans la forêt d'aujourd'hui. Mais en dépit de tout ça, les études qui ont été faites pour regarder l'impact du changement climatique sur l'homme blanc, c'est une espèce qui, qui ferait très bien aussi sur un climat qui se réchauffe, ce qui ne serait pas pour la maladie hollandaise de l'homme. Mais il y a du travail qui est en train d'être fait, semblable au être. Alors, je ne vais pas l'ouvrir l'outil maintenant, là, mais j'ai un exemple, c'est un projet qui garde sur les effets ou le développement des hommes qui résistent à la maladie. Alors, ça, c'est une couple de notes clés pour tableau 2. Maintenant, je vais revenir à tableau 1 maintenant. Tableau 1, tableau 2. Tableau 1, je concentre sur les espèces de bois mou. Tableau 2, sur les espèces de bois franc. Mais dans les deux tableaux, on a des espèces, on a nos 5 facteurs de risque. Mais pour utiliser cette information, il y a du contexte important qui doit être compris avant de vous appliquer. Donc, ça s'applique. Alors, je vais retourner une couple de diapos. Alors, cette diapo ici. Ceci fait partie de l'outil, partie de cet indice de risque. Et ça donne le contexte clé pour le tableau 1, 2 et 3. Alors, c'est tableau de risque, les endroits géographiques qu'il couvre, c'est la forêt Wabanaki acadienne. Je suis certain que la majorité d'entre vous, vous savez qu'est-ce que la forêt Wabanaki acadienne. Mais je vais ouvrir une carte géographique ici pour un moment. Ce que je vous montre, c'est la zone géographique de ce qu'on appelle la forêt acadienne. C'est ça qui est appelé la forêt acadienne. La forêt acadienne, c'est un, c'est c'est un mélange unique de forêt boréale mêlée avec des espèces plus euh, aux zones plus chaudes, 30 ou 40 différentes espèces d'arbres. Oui, dans cette zone, c'était nommé la forêt acadienne. Longtemps passé, je pense, par John Stanley Rowe, qui était un scientifique. Et c'était un rendre hommage aux colons acadiens de ce temps-là parce que c'était reconnu comme l'Acadie à certains points.
mais aussi plus récemment le mouvement pour reconnaître que c'est aussi un territoire traditionnel de la nation Wabanaki. C'est intéressant quand vous regardez les cartes géographiques qui estiment la portée géographique de le territoire historique du peuple Wabanaki, que ça touche beaucoup, euh, beaucoup ce biome, ce mélange risque des espèces adaptées au froid et au chaud. Alors, ça qu'aujourd'hui, on le reconnaît comme une forêt Wabanaki acadienne. Je vais retourner. Alors, ça, c'est la zone géographique de cette forêt. Alors, que ça, chose importante avec ces tableaux, c'est de reconnaître qu'est-ce que la période de temps qu'on fait référence ici. Alors, ces tableaux parlent de, de me rapprocher la période de temps de 2040 à 2060. On parle de risque, on parle de risque au changement climatique qui va avoir lieu dans les prochains disons, 20 à 40 ans. Donc, cette évaluation de risque par des conséquences possibles avec le changement climatique durant cette période de temps. Cette période de temps, il faut choisir, c'est assez content d'offrir de la valeur de planification pratique, mais pas trop loin de la culture pour éviter les incertitudes qui ne sont pas nécessaires quand c'est aux prévisions plus longue durée. Alors, c'est supposé être une bonne période de temps pour développer cet outil pour le propriétaire. Alors, c'est la période de temps. Maintenant, autre que l'espace et le temps, quel niveau de changement climatique est-ce que tu es ici pour développer un outil, on a besoin de prendre ça en considération. Qu'est-ce qui est le scénario de changement climatique qu'on veut dire avec tout ça? Alors, avec cette évaluation de risque, ça fait avec le panel international sur le changement climatique, euh, le scénario au milieu du chemin, disons. Ce scénario représente des désignations et l'appelle le SSP2, SCP 4,5, mais SSP veut dire Search Social Economic Pathway et RCP représente Represented Constraint Factor. Ça, c'est une fancy à dire que le panel a développé une histoire sur comment que le changement effectivement pourrait changer en demande de certaines activités des humains dans le futur. Et ce scénario 4,5, ça représente les plus susceptibles d'avoir lieu pour la forêt Wabanaki acadienne, étant donné les promesses internationales ou à la réduction des gaz à effet de serre. Alors, je vais référer comme RCP, mais RCP 4,5, sous ce scénario, ça a la prévision que la température moyenne dans cette région va augmenter environ 2 degrés Celsius par cette période de temps, 2040 à 2060. Et ça fait la prévision aussi, durant cette période de temps, que la précipitation annuelle va augmenter par 5 à 10. Maintenant, je vais partager un autre écran pour une seconde, mais je vois des choses dans la boîte de clavardage aussi. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de questions dans la boîte de clavardage. Je vais vous donner un peu de contexte quand ça vient à RCP 4,5, ce scénario. Qu'est-ce que ça fait référence? Et voici un petit graphique qui montre la température moyenne pour notre région. Pour la forêt Wabanaki acadienne, tout au long du 20e siècle, cette ligne noire, jusqu'à le temps courant, qui est le petit point jaune ici. Et cette ligne rouge ici, ça démontre le changement de température moyenne pour ce qu'on appelle RCP 8,5, qui est un scénario de haute émission, c'est comme un scénario pure code, disons. Et cette ligne bleue ici, qui va vers le futur, sur le 21e siècle, c'est ce qu'on appelle RCP 2,6, qui est un scénario, mais encore, un scénario qu'on essaie d'atteindre sous l'accord de Paris, mais RCP 4,5, ça suit très proche de 8,5 jusqu'à mi-chemin dans le siècle, mais là, ça se trouve entre les deux scénarios maintenant. Je ne l'ai pas je sais pas encore, mais ça se trouve vers ici, moitié chemin. Mais dans les prochains 20 ans, on va s'attendre même sous RCP 4,5
1,5 à 2 degrés d'augmentation de la température moyenne annuelle, avec 5 à 10 d'augmentation de précipitation. Maintenant, dans l'outil elle-même, je vais revenir à l'outil maintenant. L'information du changement climatique que j'utilise est basée sur une ressource plus récente qui est appelée climatedata.ca et je lui ferai le lien à ceci. Je pense que j'ai déjà ça étudié. Elle serait intéressée d'aller voir les données sur climatique pour eux-mêmes. Et je souhaite que je vais l'ouvrir pour une seconde, montrer qu'est-ce que c'est. C'est www.climatedata.ca. Je souhaite que tout le monde peut le voir. Ceci, c'est le site Internet. Alors, les données climatiques, c'est une ressource gratuite en ligne fournie par Environnement Canada ainsi que beaucoup d'autres partenaires. Et à travers ce site Internet, ils ont des cartographiques et des données, surtout les prévisions sur comment le climat va changer pour démontrer rapidement. Si je vais sur map, map du Canada ici, je vais, je vais me rapprocher de Nouveau-Brunswick un peu. Ici à gauche, on a beaucoup d'options. Je vais, je vais aller sélectionner qu'on veut utiliser. Vous pouvez choisir différentes variétés climatiques pour garder. Je vais sélectionner la température moyenne. Et en bas, ici, on peut voir, on peut choisir différents scénarios. Et moi, j'utilise RCP 4,5 pour cet outil d'évaluation de risque. Alors, j'appuie sur ce scénario. Et il y a autre valeur que vous pouvez changer ici pour raffiner les données que vous recherchez. Mais ceci, c'est bon pour notre présentation ici. Je vais me rapprocher de vos projets. Là, j'appuie sur le recul de cellules et ça va me donner qu'est-ce que la prévision va être pour la région de Fredericton. Alors, Fredericton, là, pour une période de temps entre 2041 à 2070, qui est proche de ce qu'on parle dans l'évaluation de risque, la température moyenne va être environ 8,6 degrés, qui est 2,9 degrés plus haut que la température moyenne de 1971 à 2000. Et si vous appuyez sur le détail, regardez les graphiques démontrent les prévisions. Quelles sont les prévisions au fil du temps? C'est tout téléchargeable, ainsi que les données de ce site Internet. Un très bon outil. On parle du changement climatique. On va embarquer sur ce programme et visualiser le changement climatique qui va avoir lieu. Alors, ça, c'est le scénario climatique quand ça vient au risque maintenant. Ceci, c'est une évaluation de risque. Et quand je regarde le tableau 1 et 2, par exemple, les risques sont évalués. Qu'est-ce qu'on veut dire par risque? Ceci, c'est une définition très importante pour ce tableau. Donc, quand ça vient à risque fait référence à un potentiel pour les conséquences de santé négatives des espèces d'arbres à travers la forêt Wabanaki acadienne, incluant, mais pas limité à, des émissions de croissance, de reproduction et d'abondance. Étant donné la complexité et les incertitudes impliquées dans l'évaluation de la population, de la santé de la population des espèces d'arbres futures, le risque était à un de trois niveaux de risque dans cette étude basée sur les preuves scientifiques courantes et notre compréhension sur comment le changement climatique va affecter ce facteur de risque pour cette espèce en particulier. Alors, on a trois niveaux de risque, faible, modéré et élevé. Faible veut dire qu'il y a maintenant très peu ou pas de preuves que le changement climatique pose un risque à la santé de l'espèce d'arbre. En fait, ouais, ça va être avantagé par le changement climatique jusqu'à un certain point. Modéré veut dire qu'il y a de la preuve et ils montrent son accord que le changement climatique a un risque marginal à la santé de cette espèce d'arbre. Et élevé, ça veut dire que les preuves montrent son accord que le changement climatique pose un risque sérieux de la santé de l'espèce d'arbre. Une chose que je mentionnais avec ce système faible, modéré, élevé. Ce qui est une espèce est désigné comme étant élevé, par exemple, on va revenir au tableau combiné, tableau numéro 3. On a le sapin baumier élevé. Mais,
Mais élevé, ça ne veut pas dire nécessairement dire que dans les prochains 20 ans, sous le scénario du changement climatique, le sapin baumier va disparaître. Ce que ça suggère, c'est qu'il y a de la preuve, et beaucoup de monde sont d'accord, que ce niveau du changement climatique durant cette période de temps, pour notre région, cause un risque de santé sérieux à cette espèce d'arbre. Ça veut dire que cette espèce d'arbre probablement va avoir un risque à sa santé avec le changement climatique on va faire face durant les prochains 40 à 50 ans. Et ce risque de santé pour inclure des choses qui ont à faire avec la croissance, la reproduction ou son abondance en général. C'est ça qu'on veut dire par risque dans ce cas ici. Alors, avec ça en tête, on va regarder ce tableau ici, regarder ces 5 facteurs de risque et parler un peu de plus de ce que ça représente. Alors, pour le tableau 1, on tente une espèce de bois mou. On a 5 facteurs de risque. Le premier est le réchauffement. Avant que je regarde ces taux individuels qu'on a, je vais me concentrer sur qu'est-ce qu'on veut dire par le réchauffement. Qu'est-ce que le facteur de risque? Qu'est-ce que ça fait? Là, j'inclus une définition aussi un petit peu plus loin dans l'outil. Alors, pour le tableau 1 et 2, le réchauffement fait référence au risque associé avec le réchauffement qui va avoir un effet négatif sur la santé des espèces d'arbres, dépendamment du prévision de réchauffement sous RCP 4,5 par 2040-2060. Ce facteur de risque est évalué indépendamment des changements de l'humidité des sols. Ça considère seulement l'effet direct de la température sur la santé de l'espèce d'arbre. Ça, c'est important. Ça regarde seulement qu'est-ce que le rôle de la chaleur supplémentaire elle-même sur l'espèce d'arbre, pas les effets de réchauffement sur l'humidité dans le sol, qui est un autre effet, mais seulement l'effet du réchauffement sur l'espèce d'arbre elle-même. Parce que des arbres, des organismes qui ont différents, euh, qui sont sensibles aux températures, le réchauffement, ça va avoir un impact sur les températures physiologiques qui ont lieu dans ces arbres. Et avec un certain niveau de réchauffement, certaines espèces d'arbres avoir plus d'impact que d'autres. C'est ça que ça veut dire, le réchauffement, dans ce cas ici. On a développé ces facteurs de risque. J'ai utilisé, j'ai j'ai- j'ai pris beaucoup d'informations, 10 à 12 publications scientifiques et autres sources importantes que j'ai inclus dans cet index. Mais pour simplifier les choses, j'ai inclus 3 références dans ceci que j'ai utilisées qui font partie de mon étude, juste pour que les utilisateurs se guident pour avoir une idée des genres de publications qui ont été utilisées pour développer cet indice de risque. Alors, voici une couple d'exemples ici. Donc, je vais remonter sur le tableau 1. Il y a nos espèces d'arbres de bois mou. Ça va bien, risque élevé de conséquences de santé à cause du réchauffement. Et le changement climatique, on s'attend de voir. Si je base, je regarde autres espèces d'arbres, je regarde choisir le pin blanc par un autre. Attendez, le niveau de réchauffement comme tant de type, durant les prochains 20-40 ans, sous RCP 4,5, le risque associé au réchauffement, c'est considéré faible pour le pain blanc. Et pour les lecteurs de l'information utilisée pour développer ces niveaux de risque, j'ai un document que j'ai mentionné ici qui est un nouveau document de recherche que moi-même et plusieurs autres collègues ont publié durant l'hiver. Je vais le partager ici pour une seconde. Fait que tout le monde peut le voir. Ça, c'est une étude qu'on a faite une couple d'années passées. Et ceci, c'est la version qui a été publiée. Cette étude, ce que ça fait, c'est que un beau diagramme en bas que je vais montrer. Ceci, c'est un diagramme ici qui démontre des petites serres, on les appelle des phytotrompes. Et dans ces pépinières, on a fait des espèces de conifères pour 2 saisons et on les assujettit ces semences sur un niveau de réchauffement. On a contrôlé le métier du sol, on a gardé constant, mais on a poussé ces semences dans différents phytotrons. Chaque phytotron avait différentes températures.
Alors, certaines températures étaient à l'extrême, comme 18 degrés plus haut que les températures estivales normales. Alors, ce genre d'études donne beaucoup d'informations quand il vient à comment les espèces d'arbres individuelles répondent à différents niveaux de réchauffement. Et on peut voir comment le réchauffement peut affecter les processus physiologiques de ces différentes espèces d'arbres. Cette étude, je crois, le sapin baumier, les plantes rouges, les plantes noires, pin gris, pin blanc et le hemlock aussi, qui est le pruche. Alors, ça, c'est un exemple des types d'études qu'on utiliserait pour bâtir ce genre d'évaluation. On va revenir, tableau 1. Le prochain facteur de risque, la sécheresse. La sécheresse, ça veut dire, quand c'est défini dans le tableau, alors dans ce cas-ci, sécheresse fait référence au risque associé avec sécheresse va avoir un effet négatif sur la santé des espèces d'arbres, étant donné la fréquence des sécheresses qu'on s'attend de voir sur RCP 4,5 dans les prochains 20 à 40 ans. La tolérance de sécheresse et la capacité de survivre et parfois accroître durant les périodes de manque d'eau. Et c'est un facteur de risque. C'est de face à essayer de prendre en considération les stratégies pour éviter les sécheresses. Comment éviter les droits des sécheresses, il y a certains des systèmes de routiers plus profonds, de façon à ajuster la photosynthèse de leurs feuilles, ceux qui sont plus robustes dans les temps de sécheresse. L'espace peut résister à la sécheresse, par exemple, en ayant la capacité de rester chaud, telles que il y a des maladies, certaines maladies où certaines espèces sont plus résilientes à la sécheresse. Parce qu'une sécheresse, ils peuvent se rebondir plus rapidement. Et ces différentes stratégies sont contrôlées par différentes traits qui sont des différentes espèces d'arbres. Alors, développer cet indice de sécheresse, on a besoin de regarder tous les documents de recherche qui ont été faits, regarder différentes espèces, les différents traits et comprendre comment ces différents traits les fait soient plus vulnérables ou moins vulnérables durant les temps de sécheresse. Encore, il faut une couple d'exemples des études qu'on a utilisées pour cet outil. Je pense pas que j'ai le temps de l'ouvrir ça, mais c'est intéressant là, le lien est là, où, où le ministère de l'Agriculture des États-Unis, ils ont un site il y a toute une série de traits de plans qui sont décrits. Et ça, c'est un outil intéressant aussi quand on a développé cet indice. Ça, c'est la sécheresse. Vous savez, un prochain facteur de risque est le vent. Alors, le vent, dans ce cas-ci, référence au risque du vent qui est, de qui est renverser les arbres. Et quand on évalue les risques au vent des espèces d'arbres, on a pris en considération des traits morphologiques tels que le choix de profondeur des racines, densité des tiges, l'élasticité, structure de la couronne, les feuilles, et parce que c'est toutes ces choses combinées qui ont un impact sur l'espèce d'arbre, sur la capacité de résister, de tomber à cause du vent. Et une note importante avec ce facteur de risque, c'est le vent. C'est un qui est très difficile pour faire des prévisions, comment de vent qu'il va avoir. C'est un bon consensus que le niveau de vent qu'on a vécu, qu'on va voir dans cette région, ne va pas diminuer durant les prochains 20 à 40 ans. En fait, c'est plus susceptible d'augmenter. Mais comment que ça va augmenter, c'est difficile à dire. Mais étant donné que le feu ne va pas diminuer, ça pourrait peut-être augmenter. Ils vont prendre nos espèces d'arbres individuelles et leur vulnérabilité au vent excessif, c'est important. Je m'assure que j'ai assez de temps pour des questions à la fin, mais je voulais plonger un petit peu plus là-dedans. Je vais partager un autre écran ici. Ensuite, vous pouvez voir cet écran. Je veux juste rappeler au monde, quand on évalue les facteurs de risque, est-ce qu'un arbre est renversé ou non, ça dépend des forces qui sont appliquées à l'arbre, tel que le vent et l'air. Et aussi,
les caractéristiques de cet arbre qui va avoir un impact de telles choses telles que la hauteur de l'arbre, la taille de la couronne, l'architecture de la couronne elle-même, le type de feuilles qui comprennent cette couronne. Tout ça a une influence sur comment le vent va affecter les arbres. Alors, plusieurs facteurs viennent en jeu ici. Ou pour les forces opposées aussi, que ces forces résistantes, c'est des choses telles que la, la force de la tige, l'élasticité de la tige, ou des choses telles que les racines, c'est profond ou non, comment de racines que les différents systèmes de racines. Alors, tous ces traits sont mis en jeu quand on essaie de comprendre et décider comment vulnérable qu'une espèce d'arbre peut être au vent. Le prochain facteur de risque, c'est les feux incontrôlés. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les feux incontrôlés dans ce cas ici? On dit que c'est le facteur de risque qui prend en considération la balance entre la faisabilité de l'arbre, la résistance au feu et le rétablissement suivant les feux incontrôlés. Donc, ceci, c'était qui était difficile à organiser. On a essayé de faire justement dans un facteur de risque, quand ça vient au risque de feu incontrôlé. Et ces facteurs de risque, on essaie de balancer la probabilité d'une espèce d'arbre, vulnérable que c'est de prendre en feu, mais aussi ajouter le fait que certaines espèces ont des traits tels que l'écorce plus épais ou différentes architectures de couronne, de branches qui est un petit peu plus résistant au feu incontrôlé aussi. Aussi le fait que certaines espèces ont une différente capacité de pouvoir rebondir ou de montrer la résilience suivant le feu incontrôlé. Alors, à prendre ces choses en considération, encore, j'ai fourni une couple des choses scientifiques qu'on utilise pour évaluer tout ça. Combinant ces choses-là, on a le risque de feu incontrôlé. Je vais te montrer une couple d'exemples. On a le sapin baumier qui est à risque élevé. La raison, parce que c'est élevé à ce point-ci, c'est parce que le sapin baumier, ainsi que les autres espèces conifères, a des tissus qui ont résineux et contient des choses plus flammables. Et aussi, il y a des traits qui les font pas assez résilients au vent. Ils brûlent facilement, ils sont détruits rapidement. Ils n'ont pas les moyens végétatifs de repousser rapidement après un feu. Alors, pour ces raisons-là, le sapin baumier a été vu comme un risque élevé quand c'est vient au feu incontrôlé. Dans le tableau 1, on voit si je descends ma liste, mais pour le feuturage, je garde, disons, le pain blanc. Alors, on a statué ici comme modéré. En tout cas, ici, le pain blanc, on se dit flammable, il y a certains traits qui vont être plus résistants au feu incontrôlé que ça arrive, pendamment la sévérité du feu, telle que la couronne élevée et l'écorce épais qu'on peut trouver dans le pain blanc. Le facteur de risque qu'on a ici, c'est des organismes, c'est des organismes nuisibles et des maladies. Je vais passer à la définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça dans ce cas ici? Alors, un risque associé au fait, c'est l'effet négatif des organismes nuisibles et maladies sur la santé de l'arbre. Et ça vous notez ici que quand ça vient aux maladies et des organismes nuisibles, tous les cinq facteurs évalués, c'était celui-ci qui était plus complexe et je dirais plus incertain quand ça vient à considérer le changement de comportement lié au changement climatique. C'est parce que on essaie enfin, souvent, ceci de considérer les effets du changement climatique sur des centaines de différents organismes nuisibles et maladies. Le changement climatique va affecter ces organismes nuisibles, les insectes, les maladies, comment ça va affecter l'espèce. Alors, étant donné la complexité, étant donné le fait qu'il y a très peu d'études scientifiques qui ont été faites sur tous ces organismes nuisibles, insectes et maladies, c'est beaucoup plus complexe et incertain d'essayer d'évaluer le facteur de risque pour ces stars
Voilà. Pour le les facteurs de risque, ces facteurs de risque incluent seulement des menaces connues. Les espèces considérées à risque élevé sont ceux qui sont menacés par les organismes nuisibles, insectes maladies qui sont certains vont être plus intenses. Je me disais, mais il démontre qu'il y a il y a très peu de preuves, très peu de preuves que les nouveaux organismes nuisibles, maladies vont être plus intenses sous le changement climatique. Alors, rapidement, pour vous donner une idée de la complexité de ceci et des exemples des organismes nuisibles, des insectes, les maladies, pour avoir un impact sur nos espèces d'arbres. Alors, si les sources d'organismes, des maladies, les insectes que j'ai vus comme en regardant la littérature, comme on voit comment ce facteur de risque quel effet ça va avoir sur une menace émergente, qui est dans le fait, maintenant que la majorité du monde a entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est appelé Hemlock woolly adelgid. C'est pas une espèce indigène à l'Amérique du Nord et c'est en train de voyager vers le nord. C'est aussi un très bon exemple des effets du changement climatique sur un insecte. Cet insecte, c'est reconnu que les conditions froides durant l'hiver, dans des contraintes, tu sais, je regarde au sud, il y a plusieurs études qui ont été faites. Un exemple ici d'une étude qui démontre que oui, en période de changement climatique, on s'attend de voir dans les prochains 20-40 ans que la limite de froid qu'il garde tout au sud, ça va changer vers le nord. Alors, les chances sont que dans les prochains 20-40 ans, on va voir plus de Hemlock woolly adelgid qui vont monter en Nouvelle-Écosse et dans le sud du Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est un exemple d'un insecte émergent. Un autre qui est très nouveau sur le radar, c'est quelque chose qui est appelé oak wilt, qui est maintenant dans le sud de nous. Il y avait une grande étude qui a été faite plusieurs années passées qui évaluait les effets du changement climatique de ACP 4,5 chez le mouvement de oak wilt vers le nord, qui va affecter nos euh, espèces indigènes ici, pendant que le, le climat va changer. Il y a une augmentation qu'on va voir de oak wilt qui va être dans les parties sud du Canada, incluant ici dans la région des Maritimes. Donc, j'ai autre exemple ici de différentes insectes et les organismes nuisibles, les maladies, mais on a le temps de les garder aujourd'hui, mais ça va sans dire qu'il y a plusieurs études qui ont été faites par moi-même et des collègues avec qui je travaille là-dessus pour pouvoir démontrer les facteurs de risque. La dernière chose, je l'ai dit avant qu'on finisse dans vos questions, c'est que ça, c'est les 5 facteurs de risque qu'on a étudiés, on les a bien définis ici. Alors, le tableau va être disponible à un certain point pour, pour que vous pouvez regarder et voir les trucs pour vous-même. Je souhaite que c'est l'information que j'ai été fournie pour donner un bon contexte sur où cet outil se provient et comment ça a été développé. Dans la chose que je mentionnais, c'est que ceci, c'est la première version de cet outil. Et donc, pendant qu'on voit la science avancer, on fait des mises à jour au fur et à mesure sur cet outil et aussi sur cette version courante de l'outil, et moi-même, j'ai trouvé un autre collègue et aussi, ça a été revisité par mes pairs, une couple de collègues proches, docteur Loïc Alangeville, qui était professeur associé à l'Université Laval, et docteur Michael Stasny, qui était scientifique en recherche, qui travaille à Ressources naturelles Canada. Je voulais mentionner ces 2 personnes-là qui m'ont aidé beaucoup avec cet indice de risque. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je remercie tout le monde pour leur temps. Je pense qu'on a encore 10 minutes pour les questions ici. En tout cas, qu'il y ait des questions. Mais je suis aussi disponible dans quelques temps si quelqu'un veut communiquer avec moi par courriel. Si y a des questions sur cet outil, moi l'appliquer. Merci beaucoup.